Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. On se retrouve sur BFM Business dans l'émission 01 Business Forum l'hebdo. On parle souvent de transformation numérique. La transformation numérique, c'est aussi celle du sport. Et on va parler d'e-sport avec toutes ces compétitions qui s'organisent et un très gros chiffre d'affaires, en l'occurrence, à l'international, mais aussi en France. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Julien Brochet, directeur de l'ESWC, c'est l'Electronic Sport World Convention. Bonjour. Bonjour. Julien, merci d'être avec nous. Donc vous organisez des compétitions de e-sport. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. À vos côtés, Raoul Leibel, qui est directeur associé de BankBank Management en charge du développement commercial, et vous êtes une agence de représentants de joueurs e-sport. Tout à fait. Bonjour Raoul, merci d'être avec nous. Jean-François Royer, directeur général de Uniteam Sport, donc une agence spécialisée en marketing. Bonjour. Bonjour. Jean-François. Et Cédric Page, CEO du gaming chez Webedia. Webedia, c'est un groupe de presse qu'on connaît bien ici, mais qui organise aussi des événementiels autour de l'e-sport, entre autres. Alors, tiens, je vais démarrer avec vous, Julien. L'e-sport, si on a des auditeurs, des spectateurs qui ne connaissent pas du tout ce que c'est l'univers du Electronic Sport, donc du jeu vidéo. Mais voilà, dites-nous comment, est-ce qu'il y a différentes catégories, voilà, comment on peut définir ce... C'est assez simple déjà, c'est la compétition sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que si le week-end vous faites une partie contre un ami sur FIFA, c'est du e-sport. Si vous êtes un champion de jeux vidéo et que vous remplissez des stades parce que vous êtes très très fort, c'est de l'e-sport aussi. Ça va sur toute cette famille-là. Et aujourd'hui, c'est un véritable phénomène que les médias sont en train de découvrir, mais qui existe depuis 15 ans maintenant. Et il y a en effet des champions qui jouent tellement bien à ces jeux vidéo que ça en devient un spectacle. Et alors c'est e-sport, c'est du sport, forcément du jeu vidéo sur le sport, ou c'est du jeu vidéo, parce qu'on connaît tous les jeux, les Call of Duty, enfin les jeux de guerre, de combat, de stratégie. C'est sur n'importe quel type de jeux qui vont générer un moment, un affrontement, un duel ou une compétition. Alors aujourd'hui on voit tous les grands noms, Microsoft, Acer, Sony, tous les grands noms s'y mettent, lancent leur propre compétition de e-sport. Pourquoi il y a cet engouement aujourd'hui, Jean-François Royer? Alors il y a bien évidemment les acteurs traditionnels de l'univers du jeu vidéo qui sont forcément très impliqués, mais il y a aussi l'arrivée de nouvelles marques, d'annonceurs qui viennent toucher la cible, l'audience générée par les différentes compétitions de e-sport. Aujourd'hui, il y a des audiences qui peuvent se chiffrer à plusieurs centaines de milliers, voire à plusieurs millions sur certaines compétitions. Et c'est une audience qualifiée, plutôt les 15-30 ans, avec un taux d'engagement assez important. Et pour les annonceurs, c'est une cible bien évidemment privilégiée. Donc il y a de nouvelles marques qui arrivent et qui commencent à investir en tant que sponsor traditionnel, comme sur le même modèle que les événements sportifs classiques. Et donc les gens peuvent suivre ça en vidéo, enfin on peut suivre aussi ce type de compétition, enfin le principe c'est ça aussi. Alors oui, comme le disait Julien, le e-sport existe depuis une quinzaine d'années et en fait l'écosystème s'est développé d'abord au sein de la communauté et notamment grâce à Internet et grâce au live Internet. Donc le e-sport est d'abord très présent sur tout ce qui est plateforme de diffusion de vidéos et puis aujourd'hui on le voit apparaître sur des nouveaux médias dont la télévision. Oui. Donc ce qui permet d'élargir aussi la cible. Oui, on avait vu, c'était la bataille, c'était Amazon et Google qui s'étaient bataillés sur Twitch il y a 2 ans. C'est ça, c'était il y a 2 ans à peu près. On voit aussi, alors en France, ça y est, 2 parlementaires se sont vus confier la mission par le Premier ministre de définir un cadre législatif et réglementaire donc pour encourager le développement en France de compétitions e-sport. Cédric Page de Webedia, voilà, c'est ce qu'on attend, que le gouvernement s'y intéresse, oui, mais voilà, décide d'encourager ce développement. L'e-sport, c'est évidemment un phénomène global et si on n'a pas les statuts adéquats pour développer cette activité en France, évidemment, on va être à la traîne. Donc c'est très bien que le gouvernement prenne ça en main. Aujourd'hui, Webedia s'occupe du club Millennium, qui est un club e-sport avec nos athlètes, nos champions. On reparlera des athlètes dans un instant. Évidemment. Ce sont des athlètes. Ce sont des athlètes et nous avons besoin, pour les engager, leur proposer des contrats, qu'ils aient un statut clair. Et cette loi permettra, on l'espère, de leur donner un statut. Donc c'est une loi qui va légiférer le statut des joueurs, le statut des compétitions aussi, parce que ça aussi, j'imagine qu'il faut certains règlements. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une question, est-ce qu'une compétition de jeux vidéo est plus proche du poker ou du sport? Et évidemment, en fonction de la réponse, il va y avoir un statut assez différent. Julien Brochet, est-ce que voilà, je suis un passionné de jeux vidéo, je peux décider moi-même d'organiser, comme on est en ligne, on est sur Internet, je peux faire un peu de buzz sur mes réseaux sociaux, je peux organiser moi-même ma propre compétition? Comment ça se passe? Alors
Alors vous pouvez organiser votre propre compétition. Par contre, dès qu'elle aura un petit peu d'ampleur et du succès, vous serez forcément en relation, en discussion avec les éditeurs qui sont les ayants droit sur les jeux, qui développent les jeux et qui donc ont le droit sur les images qui sont diffusées. Donc aujourd'hui, des compétitions comme nous, comme la SWC, on discute avec les éditeurs qui ont parfois aussi leur propre compétition pour les intégrer à notre circuit. Ouais, donc tout le monde fait. On est de l'ordre, si on veut donner quelques chiffres, un peu, c'est, je sais pas, Jean-François Royer, sur l'univers de ce e-sport, c'est combien de chiffres d'affaires? Alors, aujourd'hui, Uniteam Sport a fait une étude l'an passé, il y a 14,5 millions de Français qui jouent aux jeux vidéo de sport. On pourrait le comparer aux 13 millions de licenciés dans les fédérations sportives. Donc aujourd'hui, finalement, on a peut-être plus de joueurs de jeux vidéo. Alors, ils ne font pas tous, bien évidemment, des compétitions de jeux vidéo. Par contre, de manière régulière, aujourd'hui, il y a 1 million de Français qui jouent régulièrement à des compétitions de jeux vidéo en ligne. Donc c'est un phénomène naissant, mais c'est un phénomène aussi qui a une ampleur grassroots, qui permet de toucher un bassin de population assez important. Donc qui génère de l'audience, qui génère de l'intérêt et qui de fait génère des problématiques de communication pour les annonceurs. Ça veut dire des chiffres d'affaires qui sont de l'ordre de combien si on... Alors sur les organisateurs, c'est plutôt c'est détenteurs de droits. Ça va dépendre des événements. Nous, on faisait l'année dernière 1 million de chiffre d'affaires, on en fait 1,5 million fin cette année. On est sur des croissances, mais aujourd'hui, les éditeurs font des chiffres d'affaires sur l'e-sport qui se comptent en plusieurs millions. Je pense notamment à Riot Games qui organise ses propres compétitions. Là, c'est des énormes volumes. Il y a également Valve qui organise ses propres compétitions en vendant des tickets dans le jeu, où on sait que là ça atteint des centaines de millions de dollars de ventes uniquement sur une compétition. Donc on est sur des gros montants. Cédric Page, aujourd'hui on dit que le marché de l'e-sport c'est plus de 200 millions de dollars au global. Sachant que là-dedans on ne compte absolument pas ce qui est gagné par les éditeurs, comme l'a très bien dit Julien. Riot Games, c'est plus d'1 milliard sur l'année 2015, rien qu'en vendant des objets qui eux-mêmes sont vendus parce qu'il y a une activité e-sport associée. Oui, et on ne compte pas non plus le matériel vendu. C'est-à-dire qu'il y a des marques aujourd'hui qui vont vendre du matériel destiné à ces joueurs-là, qui donc forcément sont dans le e-sport, mais c'est pas compté. Aujourd'hui, il y a des souris ou des claviers ou des casques qui sont destinés à ces joueurs-là, à ces joueurs professionnels ou à ces joueurs qui veulent jouer dans les mêmes conditions. Et c'est sans compter non plus ce chiffre d'affaires-là, qui sinon on l'explose totalement. Oui, c'est comme quand on parle. Oui, pardon, c'est vrai. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le marché de l'e-sport va arriver à 1 milliard de dollars au niveau mondial. La seule question, c'est quand. Donc, ça se joue entre 2017 et 2019, quelque chose comme ça, mais ça devient donc quelque chose de très très significatif. Raoul Lebel, oui. On voit de manière régulière que les investissements qui sont faits dans l'e-sport aujourd'hui doublent voire triplent chaque année, donc ça va très très vite. Et effectivement, ça rejoint un peu tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Toute l'évolution du marché de l'e-sport va très très vite aujourd'hui. Donc tous les acteurs doivent effectivement s'y intéresser, les pouvoirs publics en premier, les annonceurs également. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de décisions qui sont prises aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait, puis on reparlera des joueurs dont vous représentez les intérêts, les joueurs de e-sport, Raoul Lebel. Qu'est-ce qui a fait que c'est allé plus vite aujourd'hui que des joueurs justement ont pu se professionnaliser? Les machines sont plus performantes, c'est le monde des réseaux. C'est surtout lié à l'audience en fait. Il y a toujours eu, comme je viens de l'expliquer, toujours eu de la compétition, mais c'était souvent dans des environnements assez fermés. Et l'arrivée d'acteurs comme Twitch ou même du haut débit auparavant a permis justement d'augmenter l'audience. Et l'audience augmentant, les athlètes sont devenus de plus en plus connus et les enjeux étaient de plus en plus importants. Alors justement, oui, pardon, Jean-François Royer. Il y a 11 ans, pour le compte d'un éditeur eSports, on a lancé le championnat de France de FIFA, qui est le championnat de France porté par Electronic Arts. De foot, de jeux vidéo. De foot. Voilà. Ce dispositif avait été bâti il y a donc en 2005 en accompagnement d'une stratégie de sponsoring, et l'ensemble des événements étaient physiques dans les stades, à la rencontre des supporters, l'ensemble de la communauté de fans de football. En 11 ans, le modèle a complètement muté, et aujourd'hui le championnat de France existe bien évidemment toujours, mais de 95% d'événements physiques, aujourd'hui on a 95% d'événements online. C'est-à-dire que le jeu, la pratique se fait désormais online, et cela est permis grâce à l'évolution de l'internet, l'évolution des plateformes, notamment de partage de jeux vidéo.
Oui, justement, c'est ces partages de jeux vidéo. Webedia, vous en avez plusieurs aujourd'hui qui permettent la diffusion. Évidemment, on est producteur aujourd'hui de contenu sur le jeu vidéo et évidemment sur l'e-sport. Et on diffuse ça très très facilement à l'aide de plateformes comme Twitch, en effet, qui est la plateforme aujourd'hui la plus populaire. Qui avait bien défrayé la chronique il y a 2 ans maintenant à peu près, ce rachat. Enfin, Amazon Google, ça l'était partagé à coups de milliards, et enfin, ça l'était disputé à coups de milliards, et puis c'est Amazon qui avait remporté la mise. Allez, on va marquer une très courte pause, on se retrouve avec nos invités pour parler d'e-sport, et puis justement, on va venir parler un peu des joueurs, parce qu'il y a des joueurs professionnels, des athlètes, et on en parle dans un instant sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. On se retrouve sur BFM Business et on parle d'un sujet peu habituel voilà, chez nous, qui est le e-sport, ce monde du jeu vidéo, et puis voilà, où il y a de véritables compétitions, des événements, et puis des millions de spectateurs, enfin de joueurs, mais aussi des dizaines, voire des centaines de millions de spectateurs, ce qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Nous, sur un événement, on peut rassembler des milliers de personnes. À la Paris Games Week, notamment au mois d'octobre, novembre dernier, on avait plus de 100 000 personnes qui se sont déplacés sur l'événement. Mais en fait, la grande majorité des gens sont chez eux, sur Internet, nous suivent sur les streams. Donc, on a parlé via Twitch ou Dailymotion. Et là, oui, c'est dans millions de personnes que ça se compte. Et c'est des gens, surtout, comme le disait tout à l'heure, c'est avec un gros taux d'engagement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir regarder 5 minutes. Ils sont là parce qu'ils sont passionnés. Donc, et ils vont pouvoir regarder pendant plusieurs heures du coup. Donc, on voit tout l'intérêt pour des annonceurs d'être présents sur ces plateformes. Donc, je rappelle, nos invités, Julien Brochet, donc directeur de l'Electronic Sport World Convention, Raoul Leibel, directeur associé de Bang Management, Cédric Page de Webedia et Jean-François Royer de Initeam Sport. Raoul Leibel, justement, vous occupez d'agents de joueurs. Combien ça gagne un joueur d'e-sport ? Ça dépend beaucoup du jeu. C'est vrai que selon les différents typologies du jeu, on va avoir des revenus qui sont très importants. Chaque jeu est lié évidemment à l'audience qu'il va procurer. On prend un exemple d'un jeu comme League of Legends, qui est le jeu le plus joué aujourd'hui dans le milieu d'e-sport. Il y a des athlètes qui peuvent gagner jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, voire des millions d'euros par an. Et donc ils peuvent en vivre. C'est quand je le disais tout à l'heure, des athlètes professionnels. Ils en vivent plus que très bien. Ouais, tout à fait. Et on observe en fait le même type de comportement qu'on peut avoir dans les sports traditionnels, avec des transferts de joueurs entre des équipes qui peuvent se valoriser à effectivement plusieurs millions d'euros. Et justement, il y a quelques semaines, voire même il y a une quinzaine de jours, je crois que c'est un joueur britannique qui a été recruté par le club de du vrai foot là sur le terrain de Bundesliga, donc la première division allemande, le club de Wolfsburg. Quel est l'intérêt d'un club de se doter comme ça d'un joueur ? Il a été recruté pour représenter son club dans la compétition FIFA. Donc il reste joueur de sport électronique et non pas joueur de football. On n'avait pas de short, mais ça fait partie. Alors je pense qu'il y a plus une notion d'image et de communication en fait pour le club qui essaie de rajeunir en fait son audience, et je pense que c'est assez malin parce que on s'adresse quand même à une population qui est plutôt masculine, 15-35, qui correspond bien à l'image finalement qu'à l'audience en fait du club de foot, et qui permet d'aller recruter en fait sur une population qui est beaucoup plus digitale. On est sur une audience qui est 100% digitale, qui est digital native. Ce sont des jeunes qui sont nés avec Internet et qui ont cette notion effectivement de communication qui est très digitale. Vous parlez du club, alors là c'est ma méconnaissance de ce secteur, mais ça veut dire que on n'a pas le droit, si on va disputer une compétition internationale organisée par Webedia, par l'Electronic Sport World Convention. Est-ce qu'on ne peut pas choisir son équipe? On doit représenter... comment ça se passe? Alors, il y a effectivement, pour participer à des compétitions, il y a soit des qualifications qui peuvent être effectivement ouvertes à tous, mais principalement les organisateurs d'événements, Julien le confirmera, invitent en fait des équipes où effectivement certains éditeurs organisent des compétitions dans lesquelles les professionnels doivent effectivement avoir accès via des invitations spécifiques. Donc c'est quand même assez filtré. D'accord. Et ça permet quand même d'organiser. C'est un peu, on en revient toujours à cette notion de sport. On est vraiment dans le même type d'écosystème qu'on peut avoir dans le sport traditionnel, où il y a des compétitions qui sont organisées par des organisateurs
Oui, C'est un schéma Jean-François pyramidal. Royer d'Unity. Alors, tout dépend également du type de jeu, puisqu'il y a des jeux qui sont individuels et puis des jeux qui se pratiquent en équipe. Mais sinon, sur les compétitions officielles, notamment des éditeurs, c'est un schéma pyramidal, avec des opérations de qualification le plus large possible, avec une montée par élimination jusqu'à des stars qui, effectivement, en ont fait leur métier. Ouais, naturellement, il y a une professionnalisation en fait du métier. Et donc aujourd'hui, les athlètes qui participent à ces compétitions se doivent d'avoir en fait des entraînements quotidiens qui prennent vraiment, finalement, c'est du plein temps, quoi. Donc, mais là où c'est intéressant, c'est que même sur des jeux individuels, des équipes se sont constituées, des clubs comme Millennium, mais des équipes se sont constituées et s'organisent comme un club de sport traditionnel avec les mêmes codes. Préparateurs physiques, des analystes vidéo, des nutritionnistes, des coachs, et ils s'entraînent dans des centres de formation qui portent le nom de Gaming House. Voilà. Donc on a une analogie avec le monde sportif qui est très très étroite, y compris dans les comportements et dans la recherche de la performance de ces athlètes. Un aspect professionnel, Cédric Page. Oui, Webedia. Donc Webedia a la particularité d'avoir un club Millennium, qui est un club multisport en quelque sorte, puisqu'il y a à la fois des joueurs de League of Legends, des joueurs de FIFA, etc., etc. Et au siège de Webedia, le rez-de-chaussée est complètement dédié à une salle d'entraînement pour cette équipe-là. Et on a même une e-sport arena où on peut voir en direct les matchs de nos équipes qui jouent. Donc en effet, ça se rapproche tout à fait à un club traditionnel sportif. Et évidemment, nos joueurs font le tour du monde. Alors on a des joueurs plutôt amateurs qui sont dans des équipes, on va dire, sur des jeux pas très populaires. Et puis on a des joueurs professionnels qui sont complètement professionnels et qui passent leur temps à faire le tour du monde et à s'entraîner pour être les meilleurs du monde. Raoul Lebeil, vous en tant que représentant de joueurs, c'est ça, c'est les joueurs faites en sorte, comme dans le sport classique, qu'ils aillent dans les bons tournois, qu'ils voilà, tout à fait, et puis apportent des transferts après. On a un rôle d'agent qui intègre effectivement des missions de coaching sportif, des missions de conseil administratif, de conseil de choix de carrière, choisir telle ou telle équipe dans tel ou tel championnat pour éventuellement justement anticiper des évolutions prochaines sur les différentes compétitions et puis les accompagner sur leur carrière. Julien Brochet, comment on gagne de l'argent quand on est organisateur d'événements d'e-sport? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des marques justement qui ont beaucoup de mal à toucher cette cible-là, qui est très diffuse parce qu'elle est connectée, donc on ne la touche pas par les mêmes moyens qu'il y a 20 ans. Donc il y a des marques qui viennent sponsoriser les événements. On a du droit aussi évidemment sur la vente de billets. Typiquement là on va organiser un événement début mai au Zénith. Donc on attend 10 000 visiteurs. Je vous ai posé la question tout à l'heure hors caméra. C'est pas parce qu'il y a l'Euro 2016 de foot sur terrain, enfin physique en France, qu'on va avoir l'Euro 2016 de e-sport. Non, c'est pas lié. C'est vrai que le sport traditionnel a son calendrier d'événements et aujourd'hui l'e-sport est tellement complet justement qu'il a aussi son propre calendrier qui est déjà suffisamment complexe. Oui. Et d'ailleurs les éditeurs sont un peu là pour réguler tout ce qui se passe. Une autre source de revenus, c'est le droit à l'image. Alors aujourd'hui ils sont pas très élevés parce que c'est quasiment uniquement diffusé sur internet, quoique la diffusion de télé a commencé. On a notamment diffusé la finale de notre compétition FIFA sur l'équipe 21 la dernière fois, qui a fait de très bonnes audiences. Donc ça, c'est des choses qui vont être reproduites de plus en plus. D'ailleurs, l'équipe 21 programme aujourd'hui un championnat. Oui, c'est vrai que sur des programmes. Sur un jeu de foot, effectivement. Au niveau des populations, on parlait tout à l'heure des 15-35 ans, comment on fait pour intéresser d'autres? Alors il y a toujours une génération qui arrive qui va pousser l'autre, mais... Alors encore une fois, je pense qu'il faut leur proposer différents formats. Aujourd'hui, sur nos sites, jeuxvideo.com, ça s'adresse à l'ensemble des joueurs de jeux vidéo, pas forcément à ceux qui sont intéressés par l'e-sport. Et là, on va plutôt leur parler de l'envers du décor, de s'intéresser à des talents, de voir quelles sont les méthodes d'entraînement, des choses comme ça. Et sur un site plus spécialisé comme Millennium, là, on va suivre la compétition, on va la diffuser, on va avoir des vrais commentateurs qui vont disséquer les actions, voir quels sont les trucs qui ont marché, qui ont fait que finalement une équipe a gagné par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment différents formats pour intéresser des joueurs
occasionnel aux joueurs très passionnés. Jean-François Royer, justement, l'importance des plateformes de streaming aussi, hein, du coup on comprend, alors, et puis de télévision, parce qu'il peut y avoir une chaîne de la TNT qui diffuse, comme l'équipe 21. C'est ce qui a permis de générer l'audience et puis de se retrouver. Et c'est là où l'écosystème jeux vidéo s'est construit, parce que les joueurs de jeux vidéo avaient envie d'avoir des compétitions. Quelque part, il y avait une forme de frustration au départ des gamers de ne pas être reconnus comme des athlètes, de ne pas avoir la même reconnaissance que d'autres pratiques compétitives. Les plateformes de diffusion vidéo ont permis d'avoir une audience extrêmement forte. On parlait tout à l'heure du championnat de France. En plus qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient. Parce que c'est la finale du championnat de France de FIFA l'année dernière au mois de mai était positionnée le même jour que la finale de la Coupe de France de football au stade. Sur la journée, on a rempli 5 stades de France. Plus de 300 000 personnes ont suivi la diffusion en live qui était sur Dailymotion en l'occurrence. Voilà. Donc du coup, ça génère une audience qui est accessible, gratuite à tous, et qui a en plus un comportement, et c'est là où ça intéresse les annonceurs, parce qu'il y a un comportement on va dire un peu qui accepte la publicité, voire même qui assez ouvert, quoi. Enfin, très ouvert, mais voire même qui est plus facile d'ailleurs à cibler. C'est une reconnaissance du marché et de l'environnement économique auprès de ce sport-là. Et il y a un autre enjeu qui est important, notamment dans le streaming, qui est propre au streaming, c'est qu'il y a effectivement les compétitions et qui génèrent beaucoup d'audience, mais on a aussi ce qu'on appelle les streamers, qui sont des sortes d'animateurs, des entertainers, qui eux évoluent non pas dans la sphère de la compétition, mais qui jouent au même jeu en fait que les compétitions, et qui arrivent à générer des communautés de fans considérables, et qui aujourd'hui représentent quasiment 80 ou 70% de l'audience de Twitch, en plus de celle des compétitions. Et c'est aujourd'hui ça qui fait la richesse aujourd'hui du streaming et de l'e-sport de manière globale, quoi. Ouais, donc il y a cette partie. On n'a pas que des athlètes, on a aussi des entertainers, des animateurs qui sont là, qui participent en fait au succès de l'e-sport et au succès d'audience. Et puis tout à l'heure, vous le disiez, Julien Brochet, il y a tout ce qui se vend derrière, des casquettes, des t-shirts certainement, mais tout le matériel, quoi. Enfin, ça devient intéressant pour des Sony, des Dell, des HP, enfin ceux qui vendent les machines, les consoles. On travaille notamment avec HP qui est partenaire de l'événement parce que ils vont faire des produits spécialisés pour ces gamers-là avec des machines très performantes. BenQ qui est spécialisé dans des écrans qui vont avoir des temps de réponse très faibles, donc ils sont demandés par des joueurs très exigeants. Et aujourd'hui, ces marques-là se penchent sur ce marché parce que justement, il est suffisamment gros et suffisamment intéressant pour aller toucher cette cible. D'ailleurs, on constate aussi. Il y a même des t-shirts aujourd'hui. Les grandes équipes vendent des dizaines de milliers de t-shirts ou de maillots, comme le PSG peut vendre des maillots, des choses comme ça. C'est un marché qui commence à s'intéresser à l'univers du gaming. Oui, juste, je rebondissais par rapport à ce que disait Julien sur la partie des marques. On constate vraiment une évolution des marques qui aujourd'hui se positionnent sur l'e-sport. Effectivement, jusqu'à présent, on avait quasiment que ce qu'on appelle du captif, donc du matériel informatique ou du matériel de l'accessoire. Et aujourd'hui, on a des vraies marques mass média qui se positionnent, alors qu'il y a encore un an, il y avait un discours un petit peu, ils mettaient des freins parce qu'ils avaient peur de ce milieu qui était un peu caricatural sur l'aspect. J'imagine c'est les geeks. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Et puis les images qu'on peut montrer parfois, c'est ces espèces d'immenses hangars. On a l'impression que c'est quand même clos. Alors on se rend pas compte de toute cette audience sur les compétitions aujourd'hui ont lieu à Bercy, depuis longtemps déjà, mais aujourd'hui c'est vraiment dans des lieux assez somptueux, quoi. Le smartphone, Jean-François Royer, c'est un futur débouché de ces jeux. Alors je sais pas si c'est le futur débouché, mais c'est déjà un jeu vidéo qui crée des compétitions au quotidien, qui n'a pas joué à Candy Crush et fait la bataille avec toute sa communauté d'amis. Donc, alors, c'est clairement pas le même type de marché. On est sur un marché plus individuel, mais c'est finalement du jeu vidéo en ligne avec des pratiques compétitives, mais qui sont plutôt communautaires. La consommation. Par contre, il y a la consommation stream qui arrive. Qui, elle, pour le coup, voilà, c'est regarder les matchs sur son mobile, plus que cette partie jeu. En France, on est plutôt moteur. C'est vrai, j'imagine il y a les États-Unis, il y a les pays asiatiques qui doivent être assez moteurs, mais on considère en 3e ou 4e nation du monde, je crois, à peu près. Franchement, on n'a pas à rougir. Il y a beaucoup d'initiatives en France assez ambitieuses autour de l'e-sport.
Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais en effet, le SWC est historiquement la Coupe du Monde des jeux vidéo, existe depuis 13 ans maintenant, est reconnu comme un acteur majeur, et on a une autre activité chez Auxène qui est de développer une plateforme justement aussi média de suivi des résultats qui s'appelle Tournament, qui permettra à terme de suivre absolument tous les résultats et toutes les compétitions de jeux vidéo, et on veut un peu devenir comme Twitch l'a été pour la diffusion, être la plateforme de suivi de tournois. Donc on a des projets très ambitieux. C'est vrai qu'aussi pour en parler au niveau Webedia, il y a beaucoup de choses qui se font. Et alors, au niveau joueurs aussi, il y a des très bons joueurs français. Il y en a plusieurs champions du monde qui sont français sur différents jeux. C'était un éclairage. La prochaine compétition organisée par... C'est début mai, du 6 au 8 mai, au Zénith de Paris. Donc aussi très ambitieux. On attend 10 000 spectateurs sur place sur Call of Duty. Et donc justement, dans le cadre de la convention, on va accueillir le circuit de la Coupe du Monde officielle de Activision. Et Cédric Page de Webedia? Eh bien moi je dirais que notre équipe Millennium, qui est actuellement la première, la meilleure d'Europe, participera à cette compétition-là, et on espère la gagner. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à nous avoir éclairé sur cet univers. Alors, je suis sûr que beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs, de visiteurs de BFM Business avaient un peu un regard obtus sur ce e-sport, mais on voyait de vrais enjeux, il y a des vrais athlètes, il y a des vraies compétitions, et c'est vraiment un marché en devenir auquel on voit les investisseurs, les annonceurs s'intéressent de plus en plus près. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour notre chronique juridique.